Nous sommes en balade aujourd'hui avec Arnaud Hout. C'est moi. Donc Arnaud Hout, tu es prof de français. Absolument. Tu as été prof de français, voilà. Tu as été médiateur de théâtre, tu es concepteur de spectacles, tu es vulgarisateur, tu es chroniqueur. Tout ça, je fais un cannelloni formidable aussi. Voilà, tu es artiste associé au Villard. Absolument. Absolument. Et avec Jérôme Piron qui n'est pas là, d'ailleurs c'est assez rare, hein, vous formez vraiment un duo. Exactement, je souffre, tu n'imagines pas comme je souffre sans lui. Non, il est parti avec Anthony faire des dates dans le sud de la France parce qu'en fait on est 4 comédiens à faire tourner La Convivialité. Donc voilà, vous avez créé le spectacle La Convivialité. La Convivialité, voilà. Qui en gros dézingue les préjugés sur l'orthographe, vous êtes un peu les Smith et Wesson c'est ça. De l'orthographe. J'aime bien la dimension Far West de ce qu'on fait. Non, alors on dézingue, on essaye en tout cas de déculpabiliser et de déboulonner quelques statuts d'académiciens comme on peut, quoi. C'est ça. Donc La Convivialité que vous avez créée en 2016, qui fait un succès absolument incroyable, oui, qui nous dépasse nous-mêmes. En fait, on ne s'attendait pas à ce que ça ait autant de succès. Je pense que les gens avaient besoin d'entendre un discours alternatif sur l'orthographe parce qu'ils avaient été un peu martyrisés avec ça pendant trop longtemps. Et puis, donc l'orthographe, c'est vraiment un sujet qui concerne absolument tout le monde, qui fait le cauchemar des uns, qui fait la prétention et la fierté des autres. Tout à fait, mais en fait, l'orthographe, on y passe tous. Et d'ailleurs, quand on y réfléchit bien, c'est un peu la première chose qu'on apprend à l'école. Et donc ça nous imprègne considérablement, puisque la première... en fait, avant d'arriver à l'école, en général, les enfants parlent déjà français. Sauf qu'une fois qu'arrivent à l'école, on leur explique qu'ils font des fautes, qu'ils parlent mal leur propre langue. Donc il y a un rapport à la norme qui est assez violent pour certains enfants. Et donc du coup, je pense que ça imprègne les esprits et que c'est ce qui a fait aussi que quand on a commencé à parler de ça, les gens ont été particulièrement touchés dans leurs émotions, positivement ou négativement, quoi, en disant « ah, ça me fait du bien » ou en disant ah, « non, on ne peut pas dire ça ». Donc oui, je pense que c'est le rapport à l'enfance aussi qui est profond dans ce sujet. Oui. Vous avez, dans la foulée de ce spectacle, sorti un livre, qui est en fait le livre du spectacle, qui s'appelle La faute de l'orthographe. Tout à fait, chez Textuel. Voilà. Et puis, plus récemment, vous avez sorti un autre livre en 2020. Alors, l'avantage d'avoir des grandes poches, c'est qu'on peut y mettre des grands livres. Super. Qui s'appelle Le français n'existe pas. N'existe pas, voilà. Et qui est publié aux éditions Le Robert. Hein, exactement. S'il vous plaît. Et qui sont en fait les chroniques que vous avez faites avec Jérôme sur France Inter. Tout à fait. On a fait une série d'une vingtaine de chroniques en 2018, à l'été 2018. Et puis, c'est les éditeurs Le Robert eux-mêmes qui sont venus nous trouver en nous disant bah, on aimait bien les chroniques et on voudrait les adapter en bouquin. Du coup, nous, on a trouvé aussi l'occasion de pouvoir, pendant le confinement, puisqu'on n'avait rien à faire, élargir la matière du bouquin. On a rajouté 4-5 chroniques et puis on a aussi eu une chance incroyable, c'est que comme on avait croisé énormément de linguistes pendant notre tournée avec La Convivialité, on a eu l'idée un peu dingue de se dire qu'on allait proposer à un linguiste par chronique de commenter ce qu'on avait fait comme travail. Donc on a la dream team des linguistes francophones dans le bouquin qui commente chaque fois les chroniques, Jean-Marie Kunkenberg, Louis-Jean Calvet, Médéric Gasquet-Cyrus, toutes des pointures, quoi. Oui, et d'ailleurs c'est très marrant parce qu'on se rend compte que vous êtes vachement soutenu enfin dans tout ce que vous dites et dans tout ce que vous dites parfois qui peut sembler subversif par en fait la majorité des linguistes, et on se rend compte aussi du schisme qu'il y a entre ceux en fait qu'on entend beaucoup dans les médias défendre la langue française et en fait les linguistes qui très souvent sont en dichotomie totale. Tout à fait, mais c'est en fait un peu un des points d'origine du projet, c'est que nous en allant à l'université en faisant la linguistique, on s'est rendu compte qu'en fait c'était une des rares sciences dans lesquels il y avait une telle distance entre la recherche et l'opinion publique en fait. Et on s'est dit, on se demandait pourquoi, quand on retournait dans nos écoles en tant que prof, on nous disait non, l'orthographe c'est sacré, c'est important, etc. Alors que ça faisait 5 ans à l'université qu'on nous disait non, mais relativisez tout ça, on se calme, tout va bien. Et donc nous on s'est demandé un peu pourquoi, et c'est surtout la sociolinguistique qui nous a expliqué pourquoi. C'est parce que l'orthographe est un marqueur social et que on n'a pas beaucoup remis en question ce marqueur social-là pendant des années. Ouais. Et donc oui, c'est ça, il y a vraiment une vraie rupture entre le discours... Voilà. Si on avait la même rupture en médecine ou en physique, on serait toujours au Clister ou à la physique du 19e siècle. Et donc c'est assez hallucinant qu'on n'ait pas appris de la science pour faire progresser notre orthographe. Et d'ailleurs, donc, par rapport à ça, il y a une de vos chroniques qui est titrée, ça m'a beaucoup fait rire, l'Académie française, c'est du flan. C'est du flan, effectivement. Donc l'Académie française, c'est du flan. C'est complètement du flan. Ça n'a aucune valeur scientifique, c'est un titre honorifique, académicien. Donc en fait,
la principale activité de l'Académie française, c'est de choisir qui va rentrer à l'Académie française. Donc en fait, leurs réunions sont consacrées en grande partie à essayer de se demander, lui rentre, lui sort. C'est une institution d'Ancien Régime qui avait été supprimée par la Révolution française en 1789 et que Napoléon a réinstauré pour des raisons de prestige et pour l'associer aussi aux ors de la France et puis de l'Empire et puis aux ors de la République. Et donc c'est une institution qui a été d'extrême droite pendant très très longtemps, en tout cas dans sa grande majorité, jusqu'à la fin des années 80 je dirais. Et on oublie de dire que le maréchal Pétain était académicien, voilà. Et c'est vraiment l'incarnation de la norme centralisée dans toute sa splendeur. Alors peut-être que pour les prix littéraires on peut encore lui conférer, parce qu'il y a beaucoup d'écrivains évidemment, lui conférer une certaine valeur, si on aime une littérature un peu patrimoniale, un peu, tu vois, pourquoi pas, je ne suis pas contre. Mais par contre, en termes de langue et de linguistique, ils disent énormément de bêtises parce qu'ils ne sont pas qualifiés. C'est plus intéressant de demander à un linguiste professionnel qu'à Giscard ce qu'il pense des accords du participe passé, en fait. Je pense que, voilà. Ah ben justement, les accords du participe passé, Libération a titré... quand même, ça c'était assez classe, donc en première page de Libération, titre « La guerre que les Belges ont déclarée », avec le « de déclarer barré, puisqu'il ne faut pas accorder le participe passé. Donc vous avez déclaré la guerre au participe passé? Alors ça nous a aussi un peu dépassé, c'est-à-dire qu'on avait écrit au départ une carte blanche dans le Soir, qui se demandait pourquoi on n'appliquait pas les recommandations des linguistes sur les accords du participe passé, qui depuis 20-30 ans maintenant disent que le participe passé n'est plus un adjectif avec l'auxiliaire avoir, pas avec l'auxiliaire être. Bien sûr. Et que donc avec l'auxiliaire avoir, il faut arrêter de l'accorder. Parce que déjà à l'oral, on ne l'accorde plus que dans 1% des cas. Ouais. Et que suivre une norme qui date d'il y a 400 ans, parce que, pour des raisons aussi sociologiques, et surtout l'imposer à nos enfants et dépenser 80 heures de temps scolaire à étudier des accords qui sont obsolètes, c'est une bêtise. Et donc... ce qui s'est passé, c'est que dans la voiture, je regardais en disant, t'as vu, parce que le journaliste de Libé nous avait dit, est-ce que vous pouvez mettre cette carte blanche dans Libé? Et donc nous, on avait dit, bah oui, c'est super, on était ravis. Et en fait, je regarde en me disant, mais je cherchais dans les pages de Libé, et puis je vois la une du lendemain, et là, ils avaient fait la une de Libé avec les Belges et tout ça. Donc là on a eu un petit... En même temps, il faut quand même penser à ces pauvres gens dont je fais partie, mais moi j'ai compris très tard l'accord du participe passé, comment ça fonctionnait, bien après mes humanités. Comment ça fonctionnait, toi? Oui, mais alors, mais alors je pense aux gens quand même qui ont passé tellement de temps à se casser les dents sur cet accord du participe passé, puis vous venez leur dire, les gars, en fait, c'est naze, ça sert à rien, il faut pas faire ça. Alors, la chose importante qu'on dit, on dit pas que c'est naze, on dit pas que ça n'a jamais servi à rien, c'est pas vrai, ça a servi à une certaine époque, mais il y a une chose importante, c'est que nous, on ne dit pas que il faut supprimer ces accords. On peut continuer à les faire. Nous, on est pour une dépénalisation de ceux qui ne le font pas. C'est ça. Ce qui prouve que notre orthographe est dogmatique, c'est que quand on dit qu'on veut autoriser les gens à ne plus le faire, ça n'est pas par paresse. Ce n'est pas parce que c'est compliqué. Ça n'est pas parce qu'on n'a plus envie de le faire. C'est juste parce que, en fait, il faut entériner le fait que l'usage ne le fait plus. C'est ça. Et donc on n'a pas, et tous les linguistes le disent, et qu'aujourd'hui, grammaticalement, c'est plus correct de ne pas le faire. C'est ça. Ce serait potentiellement une erreur de continuer à le faire. C'est ça. Et donc tout le monde nous a dit, quand on a proposé ça, ah, vous ne le faites plus parce que c'est trop compliqué, que vous êtes... Et alors évidemment avec tous les discours scolaires qui accompagnent ça, c'est-à-dire nivellement par le bas, les enfants ne savent plus travailler, etc. Non, c'est juste qu'il faut consacrer du temps dans la grammaire à des choses rigoureuses. Et donc il faut être plus rigoureux avec la grammaire elle-même. C'est ça. Et cette rigueur exige d'arrêter d'accorder le participe passé. D'accord. Donc Arnaud, dans vos chroniques, à un moment donné, vous citez un tweet de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Enseignement, un tweet qu'il a écrit en 2017, qui dit « Je serai bien entendu vigilant pour qu'il n'y ait qu'une grammaire, comme il n'y a qu'une langue, une république. » Voilà. Et Chini Bagé commente le tweet formidable. En disant « Yo, je suis linguiste, c'est faux, bisous. » Voilà, c'est le meilleur tweet de l'histoire de Twitter en fait. Je pense qu'il n'y en a aucun autre, je l'ai gardé en souvenir parce que c'est vraiment extraordinaire. En fait, tout est dit et nous on rebondit là-dessus. Tout est faux dans ce que dit Jean-Michel Blanquer. Donc absolument. Il n'y a pas une grammaire. Il n'y a pas une grammaire, il y a des grammaires. Mais il faut savoir qu'il y a deux rapports à la grammaire. Il y a la grammaire scolaire, normative, qui
est censée te dire comment écrire, comment parler, enfin comment gérer la langue. Et puis il y a la grammaire scientifique, celle des linguistes, et elle décrit la langue comme un biologiste observe un être vivant. Et quand la langue change ou bouge, il décrit les changements et les modifications. Et donc, la grammaire est avant tout un livre qui évolue avec la langue, en fait. Alors, il n'y a qu'une langue. Alors, notre bouquin s'appelle « Le français n'existe pas » parce qu'en fait, il n'y a que des français. Il varie sociologiquement, il varie en fonction des générations, en fonction évidemment des espaces francophones, de la géographie. Il varie tout le temps, en fait. Dès qu'un type, c'est Pierre Ancrevet, qui est un super linguiste, qui expliquait, qui est décédé il y a quelques années, qui disait pour qu'il n'y ait qu'une langue, il faut qu'il n'y ait qu'une personne qui dise un truc à un endroit, à un moment. Après, aussitôt la langue varie. C'est cette fameuse phrase que tu cites souvent, où un élève demande à son prof « Monsieur, est-ce que ça se dit ça ?» Et le prof répond « Bah oui, tu viens de le dire. » Oui, c'est ça, exactement. Alors la question qu'il y a derrière, c'est est-ce que ça se dit dans tous les contextes, avec toutes les personnes Il faut impérativement à l'école commencer à faire de la sociolinguistique, de la linguistique et expliquer ce qu'est la communication, avec quels mots on est efficace, avec quels mots on ne l'est pas, et arrêter d'essentialiser, de se dire que la langue est intrinsèquement, un mot est intrinsèquement bon ou mauvais, ça c'était complètement absurde et pas du tout scientifique en fait. Alors il y a des tas d'éléments de langage qui sont souvent très critiqués au niveau de la langue écrite et parlée. T'as lu le Figaro toi, c'est ça? Souvent dans le Figaro il y a des articles qui disent chassons ces horribles tics de langage, enfin, même de tics de langage. Mais par exemple les anglicismes, alors est-ce qu'on est envahi par les anglicismes? Alors tout est une question de point de vue. Il y a déjà dans le mot anglicisme une sorte de présupposé puisque tous les mots en isme en général c'est plutôt connoté négativement. Et anglicisme c'est un mot qu'on utilise pour finalement comme repoussoir, pour dire attention ça n'est pas français. Donc l'idée c'est vraiment de délimiter les champs de ce qui est français, de ce qui ne l'est pas. Or il faut savoir que déjà plus de 50% du lexique anglais est d'origine française. Au XIVe, XVe siècle, il y a eu énormément d'emprunts. La cour d'Angleterre a été francophone pendant presque 100 ans, même plus. Et donc en fait, le mot par exemple management, qu'on critique beaucoup parce que ce serait un emprunt à l'anglais, vient du français ménager, qui signifie tenir en main, et donc il est revenu de France. Donc en fait, c'est très compliqué de mettre des lignes par terre et de dire ça c'est français, ça c'est pas français, puisque ça a beaucoup circulé. Ouais. Et alors après, il ne faut pas non plus nier le fait qu'il y a un certain snobisme aujourd'hui à parler anglais dans l'entreprise ou dans la start-up nation, tu vois, parce que ça donne un côté cool. Mais au XVIe siècle, au XVIIe siècle et XVIe siècle, c'était l'italien qui était à la mode et qui a tout le vocabulaire du théâtre, par exemple, vient de l'italien. Et on aurait du mal à dire aujourd'hui que le théâtre est infesté d'italianisme, tu vois ce que je veux dire? Donc il faut à un moment donné relativiser cette invasion de l'anglais. Ça n'est pas un gros envahisseur qui vient avec un petit village de Gaulois francophones qui résistent. C'est plutôt une guerre froide avec des grosses forces en puissance. L'anglais, évidemment, qui impose son empire, puisque c'est vrai que la culture anglo-saxonne est plus présente dans le monde, et le français qui effectivement essaie de résister à ça, mais qui est quand même une langue ultra pesante, qui n'est pas du tout en danger, qui n'est pas du tout opprimée par l'anglais. Et puis en fait, il y a une dernière question qu'on ne pose pas, c'est à quel endroit le français opprime les autres langues dans le monde. Parce qu'en Afrique, par exemple, à Madagascar, il y a plein d'endroits dans le monde où le français a encore une emprise un peu écrasante sur les patois locaux. Alors un autre... Je parle beaucoup. Non, mais c'est très bien. On est place des sciences ici, donc c'est bien, c'est approprié à la conversation. Il y a un autre mot qui a fait polémique, qui est rentré dans le dictionnaire, donc c'est Yel. Tout à fait. Vous avez fait un article dans à ce sujet dans Libé. Qu'est-ce que tu en penses de Yel? Alors, nous on avait surtout, j'en pense beaucoup de choses, on est en train de travailler puisque Jérôme et moi on est au conseil des politiques linguistiques de la Fédération en ligne Bruxelles, donc on est en train de travailler sur le nouveau décret féminisation, et donc voilà, on parle de tous ces sujets-là avec des gens très très pointus, beaucoup plus pointus que nous, donc c'est très intéressant d'avoir leur avis. Et notre article il portait essentiellement, pas spécialement sur Yel lui-même, mais sur cette fausse polémique qui dit que le dictionnaire Le Robert aurait utilisé ce pronom pour faire de la politique, comme si un dictionnaire faisait rentrer dans ses pages des mots politiques pour pousser des idéologies, alors que dans ce dictionnaire, il y a le mot fascisme est en face du mot communisme, est en face du mot... Enfin, je veux dire, ça ne veut pas dire que le dictionnaire est fasciste ou communiste, donc ça n'a pas de sens en fait. Il faut savoir que les dictionnaires ont ce qu'ils appellent des veilles
lexicographiques, c'est-à-dire des machines et des humains qui regardent les réseaux, qui lisent les éditions de tous les journaux et qui essayent de faire des statistiques sur l'augmentation d'utilisation d'un pronom. Et donc ce pronom qui est utilisé essentiellement par les gens non-binaires pour demander... Donc non-binaire, ça veut dire qu'ils se considèrent ni comme hommes ni comme femmes, voilà. qu'ils se définissent ni comme hommes voilà. ni comme femmes. Et il faut savoir qu'évidemment avec l'ouverture de la liberté, une certaine forme d'expression de la liberté, les gens se déclarent de plus en plus non-binaires quand ils le sont. En tout cas, ils osent le dire, ce qui est quand même pas mal. Eh bien, il y en a pas mal d'entre eux qui ont demandé qu'on les désigne non plus par le pronom il ou elle, mais par yel. Et alors moi, comment tu veux que je t'appelle? Je vois pas pourquoi je ne le ferais pas. Et donc, oui, politiquement, ça ne pose aucun problème. Après, ce qui est drôle, c'est que c'était pas tellement utilisé, puisque c'est encore un phénomène assez réduit. Et que là, la popularité que ce pronom a pris, the, t'as vu, j'accorde mes parties passées, en 2 mois de temps après ces articles, fait qu'il y a une sorte d'effet Streisand, tu vois, comme ça, c'est-à-dire que on ne l'utilisait pas tellement, et puis le Figaro a fait un article en disant c'est scandaleux, on l'a mis dans le dictionnaire, et du coup maintenant tout le monde le connaît. Ça. Mais le pronom yel n'est pas dangereux. Alors il faut évidemment que les linguistes un jour se penchent sur la question des accords, qui n'est pas spécialement évidente, mais ils le font, et ils font des propositions, et il y a des propositions tout à fait utiles pour lesquelles on pourrait utiliser ce pronom. Et puis il y a encore, comme on le disait tout à l'heure, la question du contexte. Est-ce qu'on peut tout utiliser partout, tout le temps? Pas spécialement. Pour terminer, oui. Vous dites à la fin de votre livre que le français va très bien. Oui, vraiment? Tout à fait. Ah, le français va très très bien. C'est comme je te le disais tout à l'heure, c'est la... Si on croise tous les indicateurs de poids des langues, donc alors non seulement il y a le nombre de locuteurs, mais il y a aussi le rôle politique de la langue, le nombre d'universités, le nombre de prix littéraires, enfin tu vois, s'il y a 12 facteurs principaux, elle est 2e langue mondiale. Ouais. De poids dans le monde. Donc elle est en pleine je veux dire, est-ce qu'il va bien aussi dans sa richesse, dans sa diversité? Alors, on nous avait aussi opposé cet argument en disant oui, vous parlez du nombre de locuteurs, mais vous ne parlez pas de la qualité de la langue. Ouais. La qualité de la langue, c'est aussi une forme de fantasme. Les gens qui disent qu'une langue serait meilleure qu'une autre, c'est comme dire une culture est meilleure qu'une autre, c'est-à-dire qu'elle a ses spécificités, elle a ses avantages et ses inconvénients, mais elle n'a pas ni de supériorité ni d'infériorité, même dans les mots qu'on utilise. Par rapport à d'autres langues, c'est vraiment les êtres vivants, on ne peut pas les comparer, on peut les étudier, mais on ne va pas commencer à... Voilà, et elle va très bien aussi parce que on ne voit pas, on voit souvent ce qu'on perd. C'est-à-dire que la langue ne ressemble plus à celle que toi tu as apprise, et donc tout d'un coup tu te dis elle part à volo. Mais en fait, tu ne vois pas ce que les jeunes, par exemple, ou les gens issus de l'immigration, etc., amènent de richesse, de nouveautés à ta langue. Si tu ne tends pas l'oreille, tu te diras mais c'est pas comme moi je parlais, donc du coup c'est pas du français. Ouais, et c'est ça le problème, c'est que Finkielkraut il n'a pas peur de la disparition de la langue, il a peur de la disparition de sa langue. Ouais. Et donc c'est une bonne victime hein, pour vous. Oui, après vous aimez bien, vous aimez bien le citer. Hein, oui, bah après c'est lui-même qui se met énormément en scène, à qui on tend souvent le micro et qui prend beaucoup de soins et de patience à dire des conneries, donc ça nous intéresse. Voilà. Ben, merci beaucoup Arnaud, on se retrouve début février au Villard pour une série de la convivialité et pour d'autres projets dans les années à venir. Merci et à très vite. À bientôt Manu. Salut.